Bonsoir à tous, bienvenue, il est 22h, vous regardez Grand Angle. Voici le programme de votre émission ce lundi. Il y a un an, Emmanuel Macron était élu président de la République, un anniversaire qu'il célèbre dans un climat social tendu. Sur fond de conflit avec les syndicats, nous allons y revenir en images dans un instant. Vladimir Poutine a prêté serment ce lundi, 4e mandat. Il présidera aux destinées de la Russie jusqu'en 2024. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, il a proposé une nouvelle fois le nom de Dimitri Medvedev au Parlement comme Premier ministre. Nous reviendrons sur cette journée avec Salia Bracliard. Le festival de Cannes débute demain, une édition forcément spéciale cette année. Hollywood plongé dans le scandale Weinstein et la puissance du phénomène MeToo en font un rendez-vous pas comme les autres. Reportage à suivre dans cette demi-heure. Cela fait un an qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République, jour pour jour ce lundi. Un anniversaire dans un climat très particulier, marqué notamment par la grève à la SNCF, la mobilisation dans les universités. Est-ce que ses opposants estiment être une politique au service des plus riches? Grand Angle reportage, Émeric Barraud, avec les équipes BFM TV. Le président en terrain conquis. Face à ses chefs d'entreprise français en Australie, Emmanuel Macron est venu il y a quelques jours vanter son action et promettre aux jeunes expatriés installés ici que la France a changé. Et tous me disaient la même chose. Ici, on vient parce que c'est possible, parce qu'on peut accéder plus vite, parce qu'il nous semble qu'on peut changer les choses. Mais à la seconde où je leur ai demandé « Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire chez nous ?» C'est une forme d'état d'esprit. C'est une forme d'état d'esprit. Qui a décrété qu'il n'était pas possible de faire les choses en France? Ça a changé. C'est fini. Un discours libéral décomplexé. Ici aux États-Unis, devant ses étudiants, c'est le président manager qui s'exprime. Thank you very much for this warm welcome. Pour défendre fermement la réforme de la SNCF. You have strikes, that's normal, but at the end of the day, you will have a law passed at the equivalent of our Congress, and that's where the democracy decides. Élu il y a un an sur sa fameuse promesse du « en même temps » de droite et de gauche, Emmanuel Macron penche de plus en plus à droite. Symbole le plus marquant, la fin de l'ISF, votée dès le début du quinquennat. Quand on empêche les gens de réussir, dans le monde où on vit, ils vont réussir ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Et donc, de l'entrepreneur individuel au manager de groupe international, la France doit être un pays attractif où on garde les meilleurs. Parce que nous sommes dans une économie mondialisée qui est aussi un combat pour attirer les meilleurs. Fini l'impôt sur la fortune et bientôt aussi l'exit tax. Cette taxe imposée aux entrepreneurs français évadés fiscaux. Une annonce saluée par le magazine économique américain Forbes, qui voit désormais en Emmanuel Macron le leader des marchés. Que ce soit sur le code du travail ou la SNCF, Emmanuel Macron le martèle, comme ce jour-là interpellé par des cheminots grévistes. Il veut faire ce qu'il a dit pendant la campagne. Cette réforme, je ne vais pas vous mentir, on doit la faire. On est pour faire une réforme. Mais on nous a fait des propositions. Non mais on doit la faire. Les propositions de la CGT ne permettent pas de réformer. On n'est pas d'accord, mais moi je le respecte. Regardez-moi, c'est pas... Non mais parce qu'il y a votre collègue aussi qui est là qui m'avait interpellé. Donc, par correction. La dette, c'est pas les cheminots, c'est pas la SNCF, c'est les choix de l'État qui datent des années 80. Une fermeté face à la rue qui rappelle Margaret Thatcher dans les années 80 pour la presse anglo-saxonne. Et même si les 3/4 des Français le perçoivent comme président des riches, le locataire de l'Élysée assume ses réformes libérales. Pour lui, ce n'est pas un problème. D'abord, c'est une nécessité, parce que ces mesures difficiles, impopulaires auprès d'une partie de l'électorat pour relancer l'économie, il considère qu'elles sont nécessaires, et il considère surtout que c'est au début du mandat, là où on a le capital politique finalement le plus solide, qu'il faut avancer, qu'il faut en quelque sorte taper fort, faire les choses les plus difficiles, parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir les faire passer. On a une majorité qui est encore solide, on est encore porté par une popularité assez forte. Au-delà des réformes économiques, Emmanuel Macron s'est aussi emparé de marqueurs traditionnels de droite, en prenant la parole par exemple devant les évêques de France, fait rare pour un président de la République. C'est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe à vous comme à moi de le réparer.
que ce soit des hôpitaux, que ce soit le cas du Code du travail. Un président qui met aussi en avant l'autorité face aux facultés bloquées par les opposants à la réforme des universités. Dans toutes les universités aujourd'hui, où il y a des amphis paralysés, des violences parfois au demeurant inadmissibles, les étudiants sont bien souvent minoritaires. Ce sont des groupes qui ne sont pas des groupes étudiants qui viennent, et ce sont ceux dont j'ai dit, et il faut toujours citer ces sources, reprenant Audiard, ce sont des professionnels du désordre. Même discours de fermeté affiché sur la loi Asile et Immigration, un texte largement critiqué dans les rangs de la gauche. Mais désormais à droite, Emmanuel Macron peut compter sur de solides soutiens. Emmanuel Macron, il a, sur un plan politique, réussi une opération de fragmentation de la droite que l'on n'avait jamais vue. Aujourd'hui, un électeur de François Fillon sur 2 déclare qu'il fait confiance au président de la République. Et ça se fait notamment sur cette volonté de réforme. Il y a beaucoup d'électeurs de droite qui disent « Macron fait ce que, notamment, Nicolas Sarkozy n'avait pas fait quand il était au pouvoir ». Plébiscité par l'électorat de centre droit, Emmanuel Macron risque-t-il de se couper durablement d'une partie de l'opinion, comme les retraités en colère contre la hausse de la CSG? Là, vous nous avez vraiment pompé. Non, c'est pas vrai. Mais je vais vous expliquer. Les retraités, dites donc. En l'absence d'opposants de poids, le président estime qu'il pourra rééquilibrer sa politique dans la deuxième partie de son quinquennat. Il se dit qu'il a tout le temps de le reconquérir quand l'action qu'il espère avoir porté ses fruits pour redresser l'économie va porter ses fruits, la croissance va revenir, le chômage va diminuer. Et en quelque sorte, c'est à ce moment-là qu'il essaiera de rééquilibrer en quelque sorte davantage et de reconquérir un peu plus l'électorat de gauche. Avec 41% seulement des Français satisfaits, selon le dernier baromètre ELAB, Emmanuel Macron a vu sa popularité baisser en un an. Mais il parvient quand même à faire mieux que François Hollande un an après son élection, et jeu égal avec Nicolas Sarkozy. Bonsoir Bruno Jeudi. Bonsoir Jean-Baptiste. Il y a un an, les Français ont élu un président qui disait lui-même être de gauche. Est-ce que le constat est aussi net aujourd'hui ? Non, pas tout à fait, parce que si on s'en tient aux seules études d'opinion qui sont publiées en ce moment à l'occasion de ce premier anniversaire, la dernière, IFOP Paris Match, c'est simple, c'est 58% des gens de droite qui ont une bonne opinion d'Emmanuel Macron contre 28% des gens de gauche. Donc on a une sorte d'inversion, c'est-à-dire qu'on a un candidat qui était le candidat du centre-gauche et qui s'est fait élire majoritairement par des gens et des électeurs issus de la gauche. Et depuis, ce candidat est devenu un président, et c'est un président qui penche très nettement à droite. On voit bien sa jambe libérale. Pour l'instant, on voit beaucoup moins bien sa jambe sociale. Que fait-il qui n'était pas prévu, en fait ? Est-ce que ces gens de gauche qui seraient surpris, ont-il à être surpris par l'application d'éléments qui ne seraient pas du programme d'Emmanuel Macron ? Écoutez, c'est vrai que votre question est astucieuse parce que je voulais pas vous piéger. Hein, mais non, mais pas du tout. Je crois que les gens, je ne sais pas s'ils l'ont bien écouté et s'ils ont bien lu ce qu'a écrit Emmanuel Macron, notamment dans son livre Révolution. Au fond, et c'est vrai, et c'est tout le bénéfice qu'il tire aujourd'hui. En tous les cas, il fait ce qu'il dit, Emmanuel Macron. C'est aussi simple que ça. Mais les gens l'avaient peut-être pas très bien écouté. Je pense notamment à ce rapport qu'il a au pouvoir, cette verticalité dans l'exercice du pouvoir, qui peut-être surprend, désarçonne une partie des gens de gauche et qui par contre séduit énormément les gens de droite qui voient un président qui est plutôt un président du camp de l'ordre, qui ne supporte pas le désordre. On le voit tous les jours dans le rapport qu'il a avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, avec les manifestations, et puis la façon même, les mots qu'il emploie quand il s'exprime. Et c'est quelque chose qui séduit davantage la droite que la gauche, qui évidemment, peut-être qu'ils n'avaient pas bien entendu ça, il l'avait dit pendant sa campagne, la suppression partielle de l'ISF, la flat tax, effectivement, cette première année est une année qui, sans doute, est plus favorable aux gens qui ont beaucoup d'argent que ceux qui en ont, on va dire, peu ou moins. En même temps, un genre de droite, il se récupère un genre de Juppé, non ? Ben, c'est vrai. Écoutez, imaginez un électeur de centre-gauche qui se réveille et qui se dit... Ah mais oui, mais j'avais pas pensé qu'il allait appliquer le programme d'Alain Juppé de 1995. Grosso modo, je caricature un peu, c'est un peu ce qui se passe. On le voit d'ailleurs à la faveur de la réforme de la SNCF,
qui n'était pas dans son programme et qui, là encore, montre que c'est quelqu'un qui, au fond, c'est un président qui fait ce que les autres présidents ne faisaient pas. Les autres présidents, certains avaient annoncé je supprimerai l'ISF, et puis finalement, ils arrivent au pouvoir, ils ne le font pas. Je touche pas je ne dois pas toucher à la SNCF, et puis lui, il s'attaque à la SNCF. Donc en ça, pour l'instant, au terme de cette première année, il est plutôt un président qui penche à droite. Merci beaucoup Bruno. On se retrouve à 22h30. Bruno Cotresse du CEVIPOF et du CNRS sera avec nous. Dans un instant, c'est Célèbre Clia qui arrive. On va parler d'un autre président qui a prêté serment pour la 4e fois aujourd'hui au Kremlin. C'est Vladimir Poutine. A tout de suite. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. 3 escape games inédits. 3 scénarios originaux. Mr. James, avec Renault Capture. Le Signal, avec Renault Kadjar. Le Collectionneur, avec Renault Koleos. Êtes-vous prêt à vivre un escape game hors du commun avec les SUV Renault ? Inscrivez-vous maintenant sur mission-suv.renault.fr. Puy du Fou, l'histoire n'attend que vous. Pour la plupart des gens, les hémophiles sont en danger quand ils se blessent parce que leur sang ne coagule pas de façon normale. C'est vrai, mais pour les hémophiles, tout au long de leur vie, le vrai problème, ce sont les saignements internes. Ceux qu'on ne voit pas mais que eux ressentent dans leurs articulations. Ces saignements articulaires peuvent être extrêmement douloureux. Ils participent à la dégradation des articulations, ils peuvent empêcher les hémophiles de pratiquer un sport et plus tard une activité physique. L'état articulaire est l'enjeu de tous les hémophiles. Il est essentiel de surveiller ces articulations et de les faire surveiller régulièrement. Rendez-vous aux hémophiles et à ceux qui les soignent sur hémophilesenmouvement.fr. Combien désirez-vous payer pour votre chambre d'hôtel ce soir? 120? 100? Ou 89 €? C'est la même chambre, le même service, mais pas le même prix. À vous de choisir. Personne ne vous a jamais demandé ça à la réception d'un hôtel, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ce que Trivago fait pour vous. Avec Trivago, vous avez le choix. Vous pouvez comparer et sélectionner le meilleur tarif parmi plus de 200 applications et sites différents. Trivago compare, vous décidez. Un hôtel? Trivago. L'énergie vitale de la nature. Le jus d'aloe vera dans un soin bio délicat, dédié aux peaux sensibles à réactives, pour une peau hydratée tout en douceur. Hydra Aloe Vera peau sensible, de Sow Bioéthique. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. Benoît, une catastrophe à Strasbourg. Oui, catastrophe, le mot est faible. Ici, les travaux sont à l'arrêt. Fabrice, c'est votre groupe électrogène qui vous a lâché, c'est ça? Ouais, surtension. Et c'était un groupe électrogène prêté par un confrère. Oh, mais c'est pire encore, vous n'êtes même pas assuré. Ah bah si, avec le contrat multirisque MMA, même prêté, le matériel est assuré. Ludivine, c'est incroyable, tout va bien. C'est pas ce qu'on vous demande, Benoît. Envoyez la pub. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Comme ça, elle respirera mieux. Et c'est parti pour le tour du monde. Économiser sur tout, oui, sauf sur le beau. Un jour peut-être, même les gratte-ciels seront en bois. Moi, je préfère les jeux qui sont de la forêt. Pour moi, c'est le bois. Parce que la vie c'est du sport, faites équipe avec Flector. Facile à appliquer, Flector Tissu Gel EP contient un anti-inflammatoire qui agit directement sur la zone douloureuse. Flector Tissu Gel EP est un médicament contenant du diclofénac pour traiter les poussées douloureuses de l'arthrose du genou après un premier avis médical, les entorses bénignes et les contusions. Ne pas utiliser avant 15 ans ni chez la femme enceinte. Flector, la douleur est là, flectorisez-la. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels.
Vous regardez Grand Angle sur BFM TV. Après l'annulation de ses 2 concerts à l'Olympia, Bertrand Cantat a annoncé une nouvelle date. Ce sera le 7 juin au Zénith. Depuis la sortie de son album solo en mars dernier, son retour sur scène se révèle très compliqué, voire impossible. Voici un extrait de notre grand reportage que vous verrez tout à l'heure à 22h45. Reportage signé Yves Con et Julie Papet. C'est un homme, mais c'est d'abord un artiste. C'est dans ses gènes, c'est grâce à ses parents. Et c'est un homme qui aime ses enfants. Il s'en occupe aussi bien qu'un homme pourrait le faire. C'est très difficile pour lui, très difficile. La veille, ils se sont parlé au téléphone. Les enfants viennent régulièrement chez elle en vacances. Sila Radi assure entretenir avec Bertrand Cantat de bonnes relations. Elle ne comprend pas les féministes qui manifestent devant ses concerts. C'est horrible. Ce qu'ils font, ce n'est pas normal. Je suis une femme indépendante, je suis une femme féministe, mais féministe positive. Et ce qu'ils font, c'est scandaleux, criminel même. Dans un premier temps, les parents avaient pourtant évoqué dans la presse la terreur vécue par leur fille. Aujourd'hui, Sila est plus mesurée sur les raisons du suicide de Christina. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Peut-être que Bertrand Cantat pourrait le raconter. On ne le sait pas et il ne parle pas de ça. Tout ce que je sais, c'est que lorsqu'il parle de Christina, il a les larmes aux yeux. Après le suicide de Christina Radi, la justice a enquêté et mis hors de cause Bertrand Cantat. Selon l'avocat des parents, un mot de la jeune femme a joué en faveur du chanteur. Avant de se suicider, Christina a laissé sur un cahier d'école, elle a laissé un mot. Elle a laissé un mot où elle demande pardon à ses enfants. Mais pas un mot sur Bertrand Cantat. Voilà, grand reportage à retrouver tout à l'heure à 22h45 et à retrouver maintenant à 22h15, c'est Léa Claire. Oui, c'est vous. Bonsoir, Salia. Oh, le petit teasing en image. On vient d'apercevoir Vladimir Poutine apparaître comme ça. Ah, maintenant, vous mettez des moyens de réalisation dans cette taille. Oui. Alors, il a été élu en mars dernier, Vladimir Poutine, officiellement investi président de la Fédération de Russie pour la 4e fois. Aujourd'hui. Oui, parce que ça fait 18 ans qu'il est aux commandes de la Russie, Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, il a prêté serment pour un nouveau mandat, allant jusqu'en 2024. Ça se passait au Grand Palais du Kremlin. On a reçu les images officielles, les voici. C'est la vraie musique. Alors rappelez-vous, nous, on a voulu lui en mettre plein les yeux à Poutine en l'accueillant à Versailles la dernière fois qu'il est venu en France. Fier, Versailles. Voici le Grand Palais du Kremlin ce matin. Bon, bah finalement, même avec Versailles, on est des petits joueurs, hein. Une cérémonie dans un décor impressionnant, mais surtout avec une mise en scène que même Scorsese n'aurait pas envisagée. Regardez, pendant que tous les invités patientent, le téléphone sonne. On le prévient qu'il faut y aller. Il éteint sa lampe, se lève, enfile sa veste tranquillement, sachant qu'il est filmé, comme s'il allait faire ses courses. S'ensuit une longue séquence où on voit le président russe en route pour la cérémonie. Un petit regard sur le reflet du tableau. Voilà. Une dizaine de minutes de trajet à pied. Et en voiture. Sa toute nouvelle voiture blindée de plus de 6 mètres de long, c'est ça la mise en scène du Kremlin, jusqu'à son arrivée sous les applaudissements des 6000 invités. Et attention, caméra subjective. Comme si vous étiez Poutine. Pour l'image, il a traversé 3 grandes salles sur un tapis rouge interminable, ce qui nous amène enfin à la séquence du jour, le serment. Уважать и охранять права
и свободы человека и гражданина. Соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. Защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. Верно служить народу. Il n'y a rien qui vous surprend là, dans le serment? Il y a un truc qui a changé, je pense. Rien ne vous interpelle? On réécoute attentivement. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Là, c'est là que ça coince. Cette première phrase solennelle, ce n'est pas la première fois qu'il la prononce. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Respecter et protéger les libertés et les droits des citoyens, ça tombe bien qu'ils disent ça. Ce week-end, série de manifestations anti-Poutine dans tout le pays. Et écoutez bien, plus de 1500 personnes ont été arrêtées, dont le principal opposant au président, Alexeï Navalny. Ça, c'est pour la liberté d'expression. Pour la liberté de la presse, la Russie est 148e sur 180 au classement mondial. RSF parle d'atmosphère étouffante pour les médias indépendants pendant la présidence Poutine. Et enfin, quand on parle de droit et de liberté en Russie, on ne peut pas s'empêcher de penser à la répression des homosexuels dans le pays. Или ты гей, или ты транс, или ты гемофродит, тебя просто считают за ничтожество здесь, в этой стране. Ты никто, и никаких у нас прав здесь нету. Mais évidemment, ce n'est pas ce que le Kremlin a mis en avant ce matin. Делаете очень много для всей страны. Спасибо большое. Спасибо большое, что вы добровольцы. Ну, действительно, это очень приятно. Владимир Владимирович, можно с вами общее фото? Пожалуйста. En 2024, Vladimir Poutine aura 72 ans. Ce sera normalement son dernier mandat, sauf s'il change la Constitution. Vous le faites la pause comme ça, vous? Le duckface, comme ça. Duckface s'appelle, ok. Merci Salia. À demain dans Grand Angle. Demain, tiens, le festival de Cannes débute et cette édition ne sera en rien comparable aux autres. L'affaire Weinstein est passée par là, créant dans son sillage le phénomène MeToo. L'industrie du cinéma change, contrainte et forcée. Le festival 2018 sera forcément concerné. Sur ces images d'Edouard Bonamour, vous voyez ce soir le jury, dîner de travail pour tout le monde. Grand Angle reportage, Gaël Jordana et les équipes BFM TV. Cannes, son palais des festivals et son traditionnel tapis rouge. Il y a aussi ses fans qui veulent être aux premières loges pour voir les stars. Mais derrière les images d'Épinal de la Croisette se cache cette année une révolution, celle des femmes. Pendant des années à Cannes, Harvey Weinstein a été l'un des producteurs les plus convoités. Photographié sur le tapis rouge, interviewé par tous les journalistes. You know, I mean, it's the company Victoria's Secret deserves accommodation for doing this. Depuis l'automne dernier, Harvey Weinstein est accusé de viol et d'agression sexuelle sur de nombreuses actrices, des faits qui auraient été commis notamment à Cannes. Nous avions rencontré son ancien chauffeur. Il accable le producteur. J'avais l'impression de conduire des pauvres gens innocents, des filles innocentes, de les emmener dans la gueule du loup. Et je ne pouvais pas leur dire, attention, là où vous mettez les pieds, c'est dangereux, faites attention. Des images, des récits que Cannes ne veut plus voir. Pour sa 71e édition, le festival entre dans une nouvelle ère. L'après Weinstein sera au cœur du festival. Est-ce que l'après Weinstein est au cœur de la vie de tous les gens? C'est ça qui est important. Dans le grand jury et dans les autres jurys, il y a toujours une parité entre hommes de femmes, nombre d'hommes et nombre de femmes. Cette année, il y aura même un déséquilibre puisque la présidente est en quête blanchette et il y aura 5 femmes dans le jury et 4 hommes. Et puis nous, par ailleurs, on le faisait, mais on a bien revérifié tout ça, qu'il y ait une répartition homme-femme dans nos équipes à Cannes.
Le jury est donc majoritairement féminin cette année. Une première pour la sélection principale. Et le casting semble ne pas avoir été choisi au hasard. Léa Seydoux est l'une des accusatrices de Weinstein. Kristen Stewart est aussi très engagée contre le harcèlement sexuel. La présidente Cate Blanchett est quant à elle à la pointe du combat. Un changement profond est en train de se produire. Les femmes ne sont plus aussi silencieuses. Elles n'attendent plus que quelqu'un vienne les sauver. Décorateurs, caméramens, techniciens des lumières, directeurs de la photographie, nos sorts sont liés. Nous devons nous battre tous ensemble. L'actrice australienne de 48 ans est aussi l'une des fondatrices du mouvement Time's Up. Avec 300 autres stars, elle lutte contre le harcèlement sexuel en aidant les plus démunis à se défendre. Cate Blanchett sera aux côtés d'autres personnalités ce week-end pour tenter de récolter des fonds pour l'association. Donc il y aura des initiatives précises qui vont être prises. Par exemple, il y aura samedi 12 mai, à la montée des marches de 19h, de 18h, une montée des marches des femmes du cinéma. Avec des femmes metteurs en scène, des femmes actrices, elles seront près d'une centaine à venir monter les marches pour affirmer leur présence. De nombreux forums ou rencontres entre cinéastes auront également lieu. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, salue l'engagement du festival. Combattre avec nous le harcèlement sexuel, pas juste pour les actrices, mais aussi pour les employés et les spectatrices du festival, est une grande avancée, sans précédent. Le festival a mis en place un numéro spécial contre le harcèlement sexuel. Des documents avec la mention « comportement correct exigé » seront également distribués lors de la quinzaine. Et Grand Angle revient dans un instant. Restez avec nous, à tout de suite. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. J'ai décidé de créer Comme J'aime il y a 7 ans. Comme J'aime, c'est tout sauf un régime miracle. On mange normalement, c'est sain, c'est équilibré, on n'a pas faim. Et on a des coachs qui vous aident à prendre de nouvelles habitudes alimentaires. Avant de faire Comme J'aime, j'avais 15 kilos de plus. J'ai perdu 37 kilos avec Comme J'aime. Alors testez une semaine, c'est gratuit. Vous recevez chez vous de bons petits plats, prêts en 2 minutes. Et en plus, vous êtes suivi par une coach. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. La boutique du menuisier conçoit et fabrique vos portes et fenêtres en France. La boutique du menuisier pose et entretient toutes vos menuiseries. La boutique du menuisier.fr. Vinci Immobilier est un promoteur immobilier qui réalise près de 7000 logements sur l'ensemble du territoire français chaque année. Notre problématique de communication est double, développer notre image de marque et soutenir notre activité commerciale. Et c'est pour ça que nous avons souhaité développer une campagne de communication télé sur BFM TV. Nous mesurons le résultat de nos campagnes très précisément sur BFM TV, car dès que nous communiquons sur ce canal, la fréquentation de nos sites internet est en forte hausse et nous créons également de nombreux leads. Je recommanderais BFM TV pour tous les annonceurs qui souhaitent soutenir fortement à court terme leur activité commerciale. C'est juste un logo. Mais bientôt, ce logo va nous aider à choisir ce que nous mangeons au quotidien. Grâce à lui, en un coup d'œil, nous verrons si la qualité nutritionnelle d'un produit est bonne ou moins bonne. Et nous pourrons comparer. Parce que notre alimentation a un impact sur notre santé et que nous voulons plus de transparence, pouvoirs publics, consommateurs, fabricants et distributeurs ont créé le Nutri-Score. Avec le Nutri-Score, c'est plus facile de manger mieux. Mincir efficacement devient un plaisir.
Nouveau Somatoline Cosmétique 7 nuits gel frais. Se masse facilement et laisse une agréable sensation sur la peau. Pour mincir jusqu'à 1,6 cm en 7 nuits, nouveau 7 nuits gel frais. Somatoline Cosmétique, ça fonctionne. Écoutez votre instinct. Aura, Mugler, l'eau de parfum et la nouvelle eau de toilette. 3 escape games inédits. 3 scénarios originaux. Mr. James, avec Renault Capture. Le Signal, avec Renault Kadjar. Le Collectionneur, avec Renault Koleos. Êtes-vous prêt à vivre un escape game hors du commun avec les SUV Renault? Inscrivez-vous maintenant sur mission-suv.renault.fr. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Bonsoir à tous, bienvenue, vous regardez Grand Angle, il est 22h30 au programme de votre émission. Ce soir, Emmanuel Macron à l'Elysée, cela fait un an, jour pour jour. C'est un anniversaire un peu particulier dans un contexte tendu socialement. Mouvement des cheminots en tête, nous y reviendrons avec nos invités. Vladimir Poutine, 6 ans de plus au Kremlin, le président sortant a prêté serment aujourd'hui pour la 4e fois. Et une nouvelle fois, il propose au Parlement le nom de Medvedev, Dimitri Medvedev, pour être son Premier ministre. Après l'annulation de ses 2 concerts à l'Olympia, Bertrand Cantat annonce une nouvelle date en juin au Zénith. Depuis la sortie de son album solo en mars dernier, son retour sur scène se révèle très compliqué, voire impossible. Grand Angle, le reportage à 22h45. Et c'est un homme qui aime ses enfants. Il s'en occupe aussi bien qu'un homme pourrait le faire. C'est très difficile pour lui, très difficile. Il y a un an, donc, jour pour jour, Emmanuel Macron a été élu président de la République. Un anniversaire ce lundi marqué par la contestation sociale et des reproches récurrents de privilégier les plus aisés. On voit ça en image avec Marie Naï. C'est une image qui lui colle à la peau. Le président des riches. Un surnom contre lequel Emmanuel Macron se défend. Je suis le président de tous les Français. Mais la réduction qu'on voudrait faire à une catégorie de la population est malvenue. Et pourtant, depuis cet automne, plusieurs mesures avantagent les plus riches. Promesse de campagne, la suppression de l'ISF est actée en janvier. L'impôt sur la fortune est transformé en impôt sur la fortune immobilière. Pour certains, c'est un cadeau fiscal de 3,2 milliards d'euros. Baisse de l'impôt des sociétés, réforme du Code du travail. Pour le président, c'est un moyen de rendre la France plus attractive. Les gens très riches, ils ne payaient pas l'ISF. Ils mettaient des holdings en place, ils faisaient du contournement. Ça, comme la taxe de 30% sur justement les revenus financiers, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des mesures que j'assume totalement devant vous. Parce que c'est ce qui nous permet, 1, de garder les talents, et 2, d'avoir un financement français de notre économie. Une politique clivante qui déçoit notamment les électeurs de gauche qui ont voté pour lui. C'est l'idée que la promesse du « en même temps libéré et protégé », cette promesse n'a pas été considérée comme tenue. Il y a le sentiment, j'allais dire, que le volet social et que la politique est trop déséquilibrée. Il y a ce sentiment d'injustice. Et ce mot d'injustice, il est partagé par 7 Français sur 10. Emmanuel Macron, lui, assume. En Australie, la semaine dernière, il défendait le bilan de sa première année au pouvoir. On a dit que ce n'est pas possible de moderniser l'économie, de retrouver une France attractive, conquérante, qui retrouve sa place dans le concert des nations sur le plan économique. Nous l'avons fait. Qui a décrété qu'il n'était pas possible de faire les choses en France? Ça a changé. Une politique qui a séduit au moins les médias étrangers, notamment Forbes. Dans un entretien au magazine, Emmanuel Macron a annoncé la suppression de l'exit tax. Elle vise à limiter l'exil fiscal des entreprises. Ce qui lui a valu cet autre surnom, le leader des marchés libres. Bonsoir Bruno Jeudi. Bonsoir, vous êtes avec nous ce soir dans Grand Angle, tout comme Bruno Cotresse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes politologue, chercheur au CEVIPOF. Y a-t-il eu, Bruno Cotresse, tromperie sur la marchandise pour les électeurs de gauche? C'est peut-être aller un peu fort en besogne. C'est peut-être une expression un peu poussée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les électeurs de gauche, rappelons-le, qui ont voté en masse,
pour Emmanuel Macron. D'après l'enquête du Cevipof, la moitié des électeurs de François Hollande 2012 votent Macron dès le premier tour. Et puis il y a beaucoup d'électeurs de Benoît Hamon du premier tour ou de Jean-Luc Mélenchon qui ont voté finalement pour Emmanuel Macron. Et c'est vrai que dans cette partie de l'électorat, dans ce segment de l'électorat, on a le sentiment aujourd'hui qu'on s'y retrouve pas. Je dirais pas qu'on s'est fait avoir, mais en tout cas qu'on ne s'y retrouve pas. On a le sentiment d'un Emmanuel Macron qui finalement a fait trop de pas de côté vers la droite. Donc c'est sûr que dans ce segment de l'électorat, y compris des électeurs de gauche modérés, il y a aujourd'hui beaucoup d'insatisfaction. A-t-il fait des pas vers sa droite, Emmanuel Macron, Bruno Jeudi? Autrement dit, est-ce qu'il a dévié du programme sur lequel il a été élu? Oui, absolument. Vous savez, Emmanuel Macron, il a été élu sur cette matrice électorale qu'on a appelée le « en même temps ». Et ce « en même temps », au début, c'était et de gauche et de droite. Depuis qu'il est président, on voit bien qu'il a déplacé plutôt vers la droite. Alors ce sont les réformes économiques. Alors en France, c'est vrai que quand on dit qu'un président est libéral, tout de suite on dit il est de droite. C'est comme ça, c'est la France, le libéralisme est plutôt marqué. Mais de fait, la suppression partielle de l'ISF, la flat tax, les ordonnances travail, un certain nombre de réformes sont plus marquées à droite et en tous les cas, on séduit davantage les électeurs de droite que ceux de gauche. Et sur la gauche, j'allais dire la jambe sociale, on l'attend, on ne la voit pas beaucoup. Et même les réformes sociétales comme la PME, ne sont pas encore là. Donc aujourd'hui, j'allais dire que le bilan, il est quand même un peu déséquilibré et il penche plutôt à droite qu'à gauche. Et c'est quand même un peu embêtant sans doute pour le président parce que je pense qu'à terme, c'est sur sa capacité réelle à maintenir ça en même temps que peut-être son quinquennat sera réussi. Si je continue un peu dans la provoque, Bruno Cotresse, est-ce qu'il, en gros, a menti aux électeurs de gauche, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, ou est-ce qu'il n'a appliqué que, pour l'instant, la partie droitière, on va dire, de son programme? Je pense qu'au cœur du projet politique d'Emmanuel Macron, il y a quelque chose qu'il a peut-être mal expliqué au moment de sa campagne, bien qu'il ait beaucoup communiqué sur cette question. Il y a de très nombreux discours d'Emmanuel Macron, il y a de très nombreux meetings de campagne électorale où il a développé ce projet. Et bien au fond, au cœur de son projet politique, il y a tout simplement de redéfinir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est égal. On l'entend très souvent dans la bouche du président, mais aussi du Premier ministre, mais aussi de ses ministres. Il souhaite au fond expliquer aux Français que le modèle de protection sociale, qui avait d'après eux fonctionné à plein pendant les 30 Glorieuses, ce modèle de protection sociale aurait fini d'après eux par produire des effets absolument diamétralement opposés à ceux qui étaient visés, à créer de nouvelles inégalités, de nouvelles injustices. Et donc ils veulent mettre à plat, par exemple sur la question des statuts des cheminots, la question de l'égalité face au régime de retraite, la question aussi du périmètre de l'État, du service public aujourd'hui. Ils veulent rebattre les cartes, remettre à plat un certain nombre de choses. C'est leur projet. Ce projet est bien évidemment l'objet de fortes discussions, on peut le contester, et au cœur du débat politique en ce moment en France, et notamment de ce qui se passe à gauche et du côté de la France insoumise, c'est cette question qui est, est-ce que ce projet, il est tant égal et juste que ça? D'après la France insoumise, il est profondément inégal et injuste. Mais est-ce que ces éléments n'étaient pas dans le programme d'Emmanuel Macron? Bruno Jeudi, si je poursuis le raisonnement, en fait, est-ce que cet électorat de gauche a voté pour Emmanuel Macron un peu par défaut de candidats à gauche, côté socialiste par exemple? Alors, on ne va pas refaire la campagne présidentielle, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il a profité de circonstances politiques hyper favorables. Le renoncement de François Hollande, Benoît Hamon, le plus à gauche des candidats socialistes à la primaire, qui l'emporte. Et tout ça a ouvert un immense espace au centre-gauche pour Emmanuel Macron. Maintenant, c'est vrai, vous avez raison. Je pense que les électeurs, ils n'ont peut-être pas suffisamment écouté les nombreux discours dont parlait Bruno Cotresse. Ils n'ont peut-être pas aussi lu son livre Révolution, où tout est dedans, quasiment. Sa politique de transformation, c'est ça. Et c'est vrai que dans cette politique de transformation, ça bouleverse les habitudes à droite et à gauche. Je dirais même que ça bouleverse aussi les clivages, bien au-delà, à la réserve près qu'il avait dit pendant sa campagne qu'il voulait réconcilier les deux France, celle qui vit la mondialisation comme une chance et celle qui voit la mondialisation comme une peur, comme une difficulté. Et là, pour l'instant, on reste sur notre fin, c'est-à-dire qu'on voit bien que... Alors, on est à un an de quinquennat, il a tout le quinquennat pour réconcilier ces deux France, mais on voit que ça, c'est une vraie difficulté. On le voit notamment avec la difficulté qu'il a avec les territoires, la France rurale, où là, ça traîne plus que les pieds, et tous les sondages montrent qu'il est en déficit sur ces territoires. Bruno Cotresse, cette opinion française si singulière, elle a fait ce que beaucoup pensaient qu'elle ne pourrait pas faire. Choisir Emmanuel Macron, qui a bousculé tout le jeu politique, etc. Mais est-ce qu'elle est prête, finalement, une fois qu'elle l'a choisi, à l'accompagner dans ses réformes? Lui, il
l'appelle de ses voeux, c'est ce qu'il a demandé au moment de cette campagne. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des puissances d'inertie très puissantes. Je pense qu'il y a une partie du programme d'Emmanuel Macron sur lequel beaucoup de Français peuvent se retrouver, mais ce programme d'Emmanuel Macron, il crée quand même de nouvelles tensions politiques. Il y a 2 grands types de tensions politiques qui sont apparues depuis qu'Emmanuel Macron a été élu. Il y en a une qui est sur son action, au fond avec cette fameuse opposition entre ceux qu'ils perçoivent comme le président de la France aisée, le fameux président des riches, et puis une autre France qui dit peut-être que ça fait mal, mais au fond on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, il faut moderniser la France. Et puis il y a un deuxième front de tension qui est sur son style. Sur son style, là aussi, on va retrouver une tension entre, d'un côté, ceux qui disent « Eh bien, il est dynamique, il est charismatique, il est taillé pour le job, il représente très bien la France à l'étranger », et puis à l'opposé, ceux qui disent « Mais non, en fait, il est arrogant, il est distant avec le peuple, il est cassant, il est méprisant ». Et on voit qu'effectivement, ça va être très dur pour Emmanuel Macron de rassembler les 2 bouts, effectivement, d'avoir ce projet qui était de réunir, d'unir et de faire plutôt de l'union nationale. Mais là, on est vraiment sur un processus qui est beaucoup plus long. Il va falloir sans aucun doute encore une année et demie pour voir eh bien, qu'est-ce que va donner le programme d'Emmanuel Macron concrètement. Ces difficultés, elles se cristallisent avec la crise à la SNCF, les blocages que les Français connaissent. Vous parliez du style Macron, évidemment, il a choisi un Premier ministre qui a le même style et des ministres qui appliquent ce style-là. Écoutez, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, était l'invitée de BFM TV ce soir. Il y a une concertation entre le Premier ministre, Édouard Philippe, et les syndicats au sujet de la SNCF. Et voici ce qu'en dit la ministre. C'était l'occasion de présenter la position du gouvernement qui est à la fois de la fermeté. Il y a un certain nombre de principes qui ont été annoncés dès le départ sur lesquels on ne reviendra pas. Et en même temps, il y a des champs de discussion. Et donc le souhait du gouvernement et mon souhait que ces 15 jours soient le plus utiles possible. Moi, j'ai entendu qu'un syndicat a des propositions à faire. D'autres syndicats sont aussi dans le dialogue. Moi, je recevrai tous les syndicats qui le souhaitent ce vendredi pour regarder ensemble les amendements qui peuvent venir enrichir, compléter le projet de loi. Je vous disais à l'instant, c'est peut-être un bijou de la Macronie, cette intervention. Il y a absolument tout dedans. Nous avons exposé le point de vue du gouvernement pour commencer. Il y a des choses qui ne vont pas changer, mais en même temps, avec la phrase prononcée par la ministre, on est quand même prêt à dialoguer. C'est du Macron pur sucre. Du Macron pur sucre. Et qui décrit le style dont nous parlait Bruno Cotresse à l'instant. Dans l'affaire de la SNCF, on voit bien que le gouvernement essaie de gagner du temps. Il est plutôt dans la guerre d'usure. Il sent que la grève des cheminots commence à se déliter. Il y a de moins en moins de grévistes. Et le texte doit passer au Sénat. On essaie de gagner du temps en leur disant présenter des amendements, on va les étudier. Mais on voit bien que le gouvernement ne cédera pas sur les 3 piliers de la réforme. Et on est plutôt là sur une victoire par chaos. Et on sent bien que Emmanuel Macron comme Édouard Philippe ne dévieront pas de leur route sur cette affaire de la SNCF, et ça fait leur force. Et ça aussi, ça contribue à plaire à l'électorat de droite. Je reviens à ce que vous disiez, Bruno Cotresse, cette phrase, franchement, on aurait pu l'entendre mot pour mot dans la bouche d'Emmanuel Macron. Absolument. Il y a là un point qui est très important, qui est cette fameuse méthode. Au moment des ordonnances travail, ça avait été beaucoup souligné par le gouvernement. Et on se rappelle même du leader de l'époque de Force ouvrière qui ne cessait de dire « Eh bien, la différence avec avant, c'est la méthode ». Au fond, on nous concerte, on nous écoute. C'est très important, bien sûr, pour le gouvernement de montrer qu'il est de bonne volonté, qu'il est prêt à écouter de bonnes propositions des syndicalistes, en même temps de rappeler qu'il y a un cadre assez rigide. Et puis, évidemment, l'enjeu, c'est d'essayer d'enfoncer un peu un coin dans l'unité syndicale, si elle existe, et d'essayer de dire il y a peut-être des syndicats qui sont prêts à faire des avancées et à nous faire de bonnes propositions. Merci messieurs, merci d'avoir été avec nous sur Dans Grand Angle sur BFM TV. Pour la 4e fois, Vladimir Poutine a prêté serment aujourd'hui. Il sera président de la Fédération de Russie jusqu'en 2024 au moins. La cérémonie avait lieu au Kremlin. Aujourd'hui, on voit ça en image avec Nicolas Flon. La main posée sur la Constitution, Vladimir Poutine prête serment pour la 4e fois. En tant que président de la Fédération de Russie, je jure de respecter et protéger les droits et les libertés du peuple et des citoyens, de suivre et protéger la Constitution, de défendre la souveraineté et l'indépendance, la sécurité et l'intégrité de l'État, et de servir la nation avec loyauté. Quelques minutes auparavant, Vladimir Poutine avait quitté son bureau pour rejoindre en voiture une autre partie du Kremlin, la salle Saint-André, celle où étaient couronnés les tsars de Russie. À l'intérieur, l'attente des officiels, comme le Premier ministre Dimitri Medvedev, mais aussi quelques amis du président, à l'image du triple champion olympique de ski alpin Jean-Claude Killy.
À son arrivée, Vladimir Poutine s'avance seul dans les couloirs. Puis il rejoint la salle des trônes et prête serment. En silence, Vladimir Poutine écoute alors l'hymne russe retentir. En mars, il avait été réélu avec 76% des voix, son score le plus élevé depuis son accession au pouvoir. À sa sortie, des coups de canon retentissent au dehors du Kremlin. Une cérémonie qui s'achève par une parade militaire cette année, et contrairement à il y a 6 ans, Vladimir Poutine n'a pas défilé dans les rues de Moscou. En poste depuis 18 ans, il devrait annoncer la composition du nouveau gouvernement dans les prochains jours. Après l'annulation de ces 2 concerts à l'Olympia, Bertrand Cantat a annoncé une nouvelle date en juin au Zénith. Depuis la sortie de son album solo en mars dernier, son retour sur scène se révèle très compliqué, voire impossible. Enquêtant en France, en Hongrie, nous avons pu rencontrer la mère de Christina Radi, l'ancienne compagne de Bertrand Cantat, qui s'était suicidée il y a 8 ans. C'est un reportage d'Yves Coin et Julie Papet. Depuis la citadelle, on peut voir au loin les collines de Budapest. Cette ville, Bertrand Cantat la connaît bien. C'est ici qu'est née la mère de ses 2 enfants, Christina Radi, qui s'est donné la mort en janvier 2010. Dans cet hôtel du centre-ville, nous avons pu rencontrer Tsila, la mère de Christina. Malgré les drames, malgré la polémique, elle a accepté de nous parler de ce gendre qu'aujourd'hui elle soutient. C'est un homme, mais c'est d'abord un artiste. C'est dans ses gènes, c'est grâce à ses parents. Et c'est un homme qui aime ses enfants. Il s'en occupe aussi bien qu'un homme pourrait le faire. C'est très difficile pour lui, très difficile. La veille, ils se sont parlé au téléphone. Les enfants viennent régulièrement chez elle en vacances. Tsila Radi assure entretenir avec Bertrand Cantat de bonnes relations. Elle ne comprend pas les féministes qui manifestent devant ses concerts. C'est horrible. Ce qu'ils font, ce n'est pas normal. Je suis une femme indépendante, je suis une femme féministe, mais féministe positive. Et ce qu'ils font, c'est scandaleux, criminel même. Car l'icône du rock français incarne pour certains le symbole de la violence faite aux femmes. Après la sortie de son album solo, son retour sur scène en mars dernier s'est transformé pour lui en cauchemar. Devant les salles de concert, des manifestants demandaient l'annulation des spectacles. Et à chaque fois, sur les pancartes, 2 visages, ceux de Christina Radi et de Marie Trintignant. On n'oublie pas qu'il a tué une femme, qu'il l'a rouée de coups, cette femme en est morte. Il a poussé au suicide une autre femme. Remettons en lumière les femmes qui sont mortes sous les coups. N'oublions pas leurs histoires. 2 drames qui ressurgissent à chaque retour public du chanteur. 2 morts prématurées qui posent l'éternelle question à propos de Bertrand Cantat. L'artiste peut-il avoir une vie publique ? Pour Nadine Trintignant, cette idée lui est insupportable. Qu'il monte sur scène, pour moi, est un scandale, est d'une indécence et d'une prétention énorme. Il n'y a pas d'exemple d'un homme qui a tué et qui, après, vient sur scène se faire applaudir. Sa fille, Marie Trintignant, est morte en 2003 sous les coups de Bertrand Cantat. Le chanteur vivait depuis plusieurs mois une histoire d'amour passionnel avec la comédienne. Bertrand Cantat a été condamné à 8 ans de prison. C'est la vérité qu'il a donné 23 coups, c'est la vérité qu'il a tué volontairement. Alors, il ne l'avait pas prémédité, mais volontairement. 23 coups, c'est volontaire. Et tout le monde dit, il a fait sa peine. Quelle peine? 4 ans, qu'est-ce que c'est? C'est à la prison de Muret, près de Toulouse, que Bertrand Cantat a effectué la plus grande partie de sa peine. Le juge Philippe Laflaquière se souvient de sa première rencontre avec le chanteur, peu de temps après son arrivée en détention. J'ai rencontré un homme que j'ai trouvé extrêmement culpabilisé, presque refermé sur lui-même, ayant assez du mal à exprimer ses émotions. Je crois qu'il ne réalisait toujours pas ce qu'il avait fait.
qui faisait qu'il se retrouve en prison. C'est lui qui a décidé de le libérer au bout de 4 ans, la moitié de sa peine, en s'appuyant notamment sur 2 expertises. Aussi bien l'expert psychologue que de notre côté l'expert psychiatre qui ont travaillé séparément, ont dépeint un homme qui était beaucoup dans la réflexion sur les raisons de son acte, beaucoup dans le respect des victimes, mais il n'y avait aucune conclusion inquiétante quant à sa dangerosité une fois qu'il serait sorti. Une libération assortie d'un contrôle judiciaire. Pendant 3 ans, Bertrand Cantat avait l'interdiction de s'exprimer sur les faits commis et l'obligation de suivre une psychothérapie commencée en prison. Lorsqu'il sort, le chanteur se réinstalle dans le sud-ouest et reprend une vie de famille avec sa femme Christina, qu'il a toujours soutenue et qui aurait eu les violences conjugales dont elle aurait été victime. A-t-elle menti pour protéger Bertrand Cantat? C'est ce que révèle la journaliste Anne-Sophie Jeanne dans son enquête. Selon elle, Christina Radi a joué un rôle décisif après la mort de Marie Trintignant. C'est un des membres de Noir Désir qui m'a raconté cette scène où en fait Christina Radi vient les voir et leur dit il faut qu'on mente, il faut que je protège mes enfants, mais je ne veux pas que mes enfants grandissent sans père. On va tous cacher les violences de Bertrand. Et à partir de ce premier mensonge, malheureusement, en fait, en suivra d'autres parce que couvert une première fois, ayant menti en fait lors du procès, il sera très difficile en fait pour eux de revenir sur leur version. Des informations réfutées par les membres de Noir Désir. Dans son enquête, Anne-Sophie Jeanne décrit le climat de peur physique dans lequel aurait vécu Christina Radi. Elle s'appuie notamment sur un message glaçant que la jeune femme enregistre sur le répondeur de ses parents le 3 juillet 2009, 6 mois avant de se donner la mort. Il faut replacer ce message dans un contexte, c'est-à-dire que le week-end d'avant, elle est partie à Paris avec son amant. Le week-end qu'elle a caché à Bertrand Cantat, dans les messages que j'ai pu consulter, c'est-à-dire ses SMS et ses mails, elle dit « fais attention, ne m'écris pas », elle dit à son amant, donc « fais attention, ne m'écris pas, Bertrand va se mettre en colère, s'il découvre ces messages, c'en est fini de moi ici-bas », elle a ces mots. Elle laisse à ses parents un long monologue de plus de 7 minutes dans sa langue natale. Hier, j'ai failli laisser une dent. Il m'a balancé mon téléphone, mes lunettes. Il m'a jeté quelque chose de telle façon que mon coude est complètement tuméfié et malheureusement un cartilage s'est même cassé. Avec lui dans un état aussi grave, on n'arrive pas à réfléchir la tête claire et on ose à peine respirer dans cet état de peur. Lors de notre rencontre en Hongrie, nous avons interrogé Tsila, la mère de Christina, sur ce terrible message. C'était affreux. Mon estomac s'est resserré par l'angoisse. Je ne savais pas comment l'aider, c'était terrible. Mon mari, le père de Christina, a voulu partir en France pour la ramener à la maison. Au bout de 3 jours, on a réussi à lui parler au téléphone. Elle nous a dit que ce n'était pas la peine de venir. 1 mois plus tard, elle est venue en Hongrie. Elle venait comme d'habitude au festival de Sziget. Elle m'a raconté ce qu'il s'était passé, mais elle ne se plaignait pas. Ce n'était plus d'actualité. Dans un premier temps, les parents avaient pourtant évoqué dans la presse la terreur vécue par leur fille. Aujourd'hui, Tsila est plus mesurée sur les raisons du suicide de Christina. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Peut-être que Bertrand Cantat pourrait le raconter. On ne le sait pas et il ne parle pas de ça. Tout ce que je sais, c'est que lorsqu'il parle de Christina, il a les larmes aux yeux. Après le suicide de Christina Radi, la justice a enquêté et mis hors de cause Bertrand Cantat. Selon l'avocat des parents, un mot de la jeune femme a joué en faveur du chanteur. Avant de se suicider, Christina a laissé sur un cahier d'école, elle a laissé un mot. Elle a laissé un mot où elle demande pardon à ses enfants. Mais pas un mot sur Bertrand Cantat. Or, c'est incroyable, on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui va se suicider laisse un mot et ne dit pas pourquoi je me suicide. Je me suicide parce qu'il me rend la vie impossible, parce qu'il me bat. Face aux fantômes du passé, Bertrand Cantat garde ses mystères. Une personnalité insaisissable, aux multiples visages. Amor Fati à mort. Amor Fati à mort. Amor Fati,
une locution latine qui veut dire « aime ton destin ». C'est le titre de son dernier album qu'il chante sur scène comme un besoin viscéral. La scène, c'est vital pour lui, évidemment. S'il n'a pas la possibilité de monter sur scène, il doit être extrêmement malheureux. C'est un deuxième personnage qui prend la scène lui appartient. Et là c'est un autre Bertrand Cantat qui apparaît. Bertrand Cantat plaide aujourd'hui pour son droit à la réinsertion, un chemin qui paraît compliqué. Si il exprime dans ses textes la souffrance, on va dire qu'il se victimise. Et s'il n'en exprime pas, on va dire qu'il est insensible à ce qu'il a commis. Vous voyez, tout peut être interprété. C'est tout le problème de ce retour sur scène dans la lumière. Pour mettre fin aux polémiques, Bertrand Cantat avait décidé de se retirer des festivals d'été, mais de maintenir sa tournée. Elle s'avère quasiment impossible, tant les tensions sont fortes. Ces 2 concerts dans la salle mythique de l'Olympia ont été annulés. Le chanteur espère pouvoir se produire le 7 juin au Zénith de Paris. Il y a un an, Emmanuel Macron était élu président de la République. Nous allons revenir sur cette année et ces attaques de ses opposants qu'il qualifie de président des riches. Dans un instant, restez avec nous. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. Gabriel, Chanel, le nouveau parfum. Certaines choses ne changeront jamais. D'autres, oui. Car maintenant, avec le nouveau lave-linge Quick Drive, un cycle de lavage vous prend jusqu'à 2 fois moins de temps. Son tambour exclusif à double rotation vous permet un lavage plus rapide et sans compromis sur le soin de votre linge. Quick Drive, prenez soin de votre linge en 2 fois moins de temps. Et en ce moment, jusqu'à 200 € remboursés pour l'achat d'un lave-linge Quick Drive. Bonjour, c'est Éric Brunet. Avec RMC, je suis fier de lancer le premier concours des meilleurs artisans de France. Vous êtes carreleur, plombier, peintre décorateur, mécanicien automobile, fleuriste, menuisier ou cuisinier. Inscrivez-vous dès à présent sur rmc.fr et retrouvez-moi tous les jours dans Radio Brunet de 13h à 15h sur RMC. J'ai découvert Biol pour ma cicatrice et aujourd'hui je l'utilise pour tout le corps. Je viens juste de terminer mon premier flacon. Je suis vraiment ravie du résultat. La performance, vous la ressentez à chaque instant, quelle que soit la route, quelles que soient les conditions. Découvrez notre premier SUV dédié à la performance. Jaguar F-Pace. À partir de 449 € par mois avec apport. Entretien inclus. Puy du Fou. L'histoire n'attend que vous. Lucie ? C'est mon père. Mon Dieu. Hey, moi cet homme. Trois escape games inédits. 3 scénarios originaux. Mr. James, avec Renault Capture. Le Signal, avec Renault Kadjar. Le Collectionneur, avec Renault Koleos. Êtes-vous prêt à vivre un escape game hors du commun avec les SUV Renault ? Inscrivez-vous maintenant sur mission-suv.renault.fr. Il est bientôt 23h.
Tout le plaisir d'un espresso unique avec le robot café DeLonghi qui vous garantira un café fraîchement moulu. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'espresso avec DeLonghi. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Il est 23h et vous regardez Grand Angle. Soyez les bienvenus. Voici le sommaire de votre émission ce lundi. Il y a un an, Emmanuel Macron a été élu président de la République. Un anniversaire qu'il célèbre dans un climat social tendu, sur fond de conflit avec les syndicats, notamment à la SNCF. Nous y reviendrons en images et avec nos invités. Vladimir Poutine a prêté serment ce lundi, 4e mandat. Il présidera aux destinées de la Russie jusqu'en 2024. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, il a une nouvelle fois proposé le nom de Dimitri Medvedev au Parlement comme Premier ministre. Célèbre Braclia vous raconte tout ça dans cette émission. Le Festival de Cannes débute demain, une édition forcément spéciale cette année. Hollywood plongé dans le scandale Weinstein. La puissance du phénomène MeToo en font un rendez-vous pas comme les autres. Reportage à suivre dans cette demi-heure. Un an, cela fait un an qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République, jour pour jour, ce lundi. Un anniversaire dans un climat très particulier, marqué notamment par la grève à la SNCF, la mobilisation dans les universités. Est-ce que ses opposants estiment être un service rendu aux plus riches? Grand Angle, le reportage, Émeric Barraud. Le président en terrain conquis. Face à ses chefs d'entreprise français en Australie, Emmanuel Macron est venu il y a quelques jours vanter son action et promettre aux jeunes expatriés installés ici que la France a changé. Et tous me disaient la même chose. Ici, on vient parce que c'est possible, parce qu'on peut accéder plus vite, parce qu'il nous semble qu'on peut changer les choses. Mais à la seconde où je leur ai demandé « Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire chez nous ?» C'est une forme d'état d'esprit. C'est une forme d'état d'esprit. Qui a décrété qu'il n'était pas possible de faire les choses en France? Ça a changé. C'est fini. Un discours libéral décomplexé. Ici aux États-Unis, devant ses étudiants, c'est le président manager qui s'exprime. Thank you very much for this warm welcome. Pour défendre fermement la réforme de la SNCF. You have strikes, that's normal, but at the end of the day, you will have a law passed at the equivalent of our Congress, and that's where the democracy decides. Élu il y a un an sur sa fameuse promesse du « en même temps » de droite et de gauche, Emmanuel Macron penche de plus en plus à droite. Symbole le plus marquant, la fin de l'ISF, votée dès le début du quinquennat. Quand on empêche les gens de réussir, dans le monde où on vit, ils vont réussir ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Et donc, de l'entrepreneur individuel au manager de groupe international, la France doit être un pays attractif où on garde les meilleurs. Parce que nous sommes dans une économie mondialisée qui est aussi un combat pour attirer les meilleurs. Fini l'impôt sur la fortune et bientôt aussi l'exit tax. Cette taxe imposée aux entrepreneurs français évadés fiscaux. Une annonce saluée par le magazine économique américain Forbes, qui voit désormais en Emmanuel Macron le leader des marchés. Que ce soit sur le code du travail ou la SNCF, Emmanuel Macron le martèle, comme ce jour-là interpellé par des cheminots grévistes. Il veut faire ce qu'il a dit pendant la campagne. Cette réforme, je ne vais pas vous mentir, on doit la faire. On est pour faire une réforme, mais on nous a fait des propositions. Non mais on doit la faire. Les propositions de la CGT ne permettent pas de réformer. On n'est pas d'accord, mais moi je le respecte. Regardez-moi, c'est pas... Non mais parce qu'il y a votre collègue aussi qui est là qui m'avait interpellé. Donc par correction. La dette, c'est pas les cheminots, c'est pas la SNCF, c'est les choix de l'État qui datent des années 80. Une fermeté face à la rue qui rappelle Margaret Thatcher dans les années 80 pour la presse anglo-saxonne. Et même si les 3/4 des Français le perçoivent comme président des riches, le locataire de l'Élysée assume ses réformes libérales. Pour lui, ce n'est pas un problème. D'abord, c'est une nécessité, parce que ces mesures difficiles, impopulaires auprès d'une partie de l'électorat
pour relancer l'économie. Il considère qu'elles sont nécessaires et il considère surtout que c'est au début du mandat, là où on a le capital politique finalement le plus solide, qu'il faut avancer, qu'il faut en quelque sorte taper fort, faire les choses les plus difficiles, parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir les faire passer. On a une majorité qui est encore solide, on est encore porté par une popularité assez forte. Au-delà des réformes économiques, Emmanuel Macron s'est aussi emparé de marqueurs traditionnels de droite, en prenant la parole par exemple devant les évêques de France, fait rare pour un président de la République. C'est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe à vous comme à moi de le réparer. Que ce soit des hôpitaux, que ce soit le cas du Code du travail. Un président qui met aussi en avant l'autorité face aux facultés bloquées par les opposants à la réforme des universités. Dans toutes les universités aujourd'hui, où il y a des amphis paralysés, des violences parfois au demeurant inadmissibles, les étudiants sont bien souvent minoritaires. Ce sont des groupes qui ne sont pas des groupes étudiants qui viennent, et ce sont ceux dont j'ai dit, et il faut toujours citer ces sources, reprenant Audiard, ce sont des professionnels du désordre. Même discours de fermeté affiché sur la loi Asile et Immigration, un texte largement critiqué dans les rangs de la gauche. Mais désormais à droite, Emmanuel Macron peut compter sur de solides soutiens. Emmanuel Macron, il a, sur un plan politique, réussi une opération de fragmentation de la droite que l'on n'avait jamais vue. Aujourd'hui, un électeur de François Fillon sur 2 déclare qu'il fait confiance au président de la République. Et ça se fait notamment sur cette volonté de réforme. Il y a beaucoup d'électeurs de droite qui disent « Macron fait ce que, notamment, Nicolas Sarkozy n'avait pas fait quand il était au pouvoir ». Plébiscité par l'électorat de centre-droit, Emmanuel Macron risque-t-il de se couper durablement d'une partie de l'opinion, comme les retraités, en colère contre la hausse de la CSG. Là, vous nous avez vraiment pompé. Non, c'est pas vrai, mais je vais vous expliquer. On va les retraités, dites donc. En l'absence d'opposants de poids, le président estime qu'il pourra rééquilibrer sa politique dans la deuxième partie de son quinquennat. Il se dit qu'il a tout le temps de le reconquérir quand l'action qu'il espère avoir porté ses fruits pour redresser l'économie va porter ses fruits, la croissance va revenir, le chômage va diminuer. Et en quelque sorte, c'est à ce moment-là qu'il essaiera de rééquilibrer en quelque sorte davantage et de reconquérir un peu plus l'électorat de gauche. Avec 41% seulement des Français satisfaits, selon le dernier baromètre ELAB, Emmanuel Macron a vu sa popularité baisser en un an. Mais il parvient quand même à faire mieux que François Hollande un an après son élection, et jeu égal avec Nicolas Sarkozy. Bonsoir Henri Vernet du Parisien, bienvenue. Bonsoir Pierre Jacquemin de Regard, bienvenue. Un an d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Cet homme s'était dit de gauche, pas socialiste, mais de gauche. Ça vous fait sourire Pierre Jacquemin? Oui, ça me fait sourire parce qu'il s'est quand même fait élire sur ce nouvel argument qui était de dire je ne suis et de droite et de gauche ou ni de droite ni de gauche. Et au final, et en même temps, il est et de droite et de droite. Donc un an après, on s'aperçoit qu'il mène une politique qui est comparable à celle de ses prédécesseurs, voire il va plus loin dans la précarisation du personnel des travailleurs en France. Et aujourd'hui, chacune de ces réalisations, chacune de ces réformes va beaucoup plus loin dans la libéralisation du marché du travail et l'absence de protection, la casse justement de ce qu'a été le siècle qui nous a précédé de lutte sociale et d'acquis sociaux. Aujourd'hui, c'est ça qui se joue aujourd'hui. Quelle est la partie de gauche qui manque en fait Henri Vernet? Puisque si les gens de gauche se sont prononcés pour lui, j'imagine qu'ils ont vu dans son programme des choses qui les ont encouragés à le faire. Mais déjà, les gens de gauche qui l'ont pris peut-être pour quelqu'un de gauche, il fallait voir de quelle gauche on parle. C'est-à-dire que c'était la gauche d'un François Hollande qui lui-même n'était plus le candidat, l'adversaire de la finance de 2012. C'est-à-dire que pendant le quinquennat Hollande, c'est là qu'on a vu les premières réformes qu'on a pu appeler social-libérales, peu importe, en tout cas qui étaient des réformes de libéralisation déjà de l'économie française. Les lois Macron, justement, sur comment dire, rétrécir un petit peu les contraintes qui pèsent sur cette économie, la loi El Khomri, etc. Donc c'était déjà, disons, peut-être un enfant, on l'avait dit, l'enfant caché de Hollande, mais donc d'une gauche qui était déjà social-libérale. Donc là, la tromperie sur la marchandise, elle est un petit peu moindre. Mais clairement, c'est vrai qu'on n'est pas dans un président en même temps de gauche et en même temps de droite. C'est vrai qu'il est plutôt de droite pour l'instant. Alors ce qu'attendaient les gens, là où il y a certainement déception et un peu tromperie, c'est par exemple sur la loi Asile et Immigration. Ouais. Là, très clairement, on est plutôt dans l'affiliation des chances de nationalité, etc., c'est-à-dire donc de quelque chose qui n'est pas du tout à gauche.
En revanche, c'est maintenant, enfin c'est peut-être dans cette, non pas deuxième partie, mais deuxième année de quinquennat, que devront venir des signaux sur la gauche. Moi, je pense qu'il y a notamment le plan sur les banlieues qui est attendu. C'est-à-dire qu'on a le plan, on n'a pas la réponse de... Jean-Luc Borloo l'a présenté là. Ouais. Exactement, avec là, pour le coup, beaucoup d'investissements, d'argent public, etc. Donc, une réforme plutôt de gauche. Il y a également des réformes de société qui sont attendues. La PMA, c'est d'ailleurs dans son programme, mais ça c'est plutôt considéré... On verra, en effet. Enfin, pour l'instant, ça semble assez bien pratique. Enfin, voilà, il y a quand même des aspects de gauche qui sont attendus. On verra s'ils seront mis sur la table ou pas. Il y a une chose de sûre, c'est que Emmanuel Macron, il ne nous a pas trompés sur le programme économique. On voyait en lui un grand libéral, mais on voyait aussi en lui un grand libéral sur les questions de société. Or, la démonstration qu'il a faite, notamment sur la question de la loi Asile-Immigration, sur les questions d'immigration, on se souvient d'Emmanuel Macron avant la campagne électorale, même pendant la campagne électorale, nous expliquait combien l'immigration était une chance à saisir, que c'était une opportunité pour la France, et qu'aujourd'hui, la politique d'Emmanuel Macron en termes d'immigration est totalement conforme aux politiques européennes, qui est une politique de fermeture des frontières, une politique de défense, voire d'hostilité vis-à-vis de l'étranger. Et ça, en ça, il y a quand même un grand bond entre le président de la République de la campagne et celui d'aujourd'hui. Et puis, il y a effectivement les questions plus sociétales, la question de la PMA, la question de ce qui se joue en ce moment dans le cadre des États généraux de la bioéthique. On a entendu le président de la République s'adresser à un large panel catholique en essayant de rassurer cet électorat-là, un électorat qui, à ce moment-là, était quand même plutôt ciblé à droite. On verra justement ce que donneront les conclusions de ces États généraux, en espérant quand même qu'effectivement, il l'a promis, il avait dit qu'il irait jusqu'à la PMA. Il y a aussi la question de la fin de vie, de l'accompagnement de la fin de vie dans la dignité. On verra s'il est capable d'aller jusqu'au bout, s'il va être confronté à des associations ou des groupes de droite, voire d'extrême droite, qui iront lui mettre des bâtons dans les roues, et s'il assumera à ce moment-là, parce qu'il a su assumer des réformes économiques. J'espère qu'il assumera les réformes sociales sur lesquelles il s'était engagé. J'ai beaucoup lu, Henri Vernet, que les mesures les plus compliquées, les plus structurelles, il fallait les faire tout de suite dans un quinquennat, sinon on ne les faisait jamais. Est-il possible qu'Emmanuel Macron fasse ça et vienne ensuite à ce que vous nous décrivez tous les deux? Alors très clairement, c'est sa stratégie, c'est ce qu'on voit. C'est vrai qu'il a commencé par le plus difficile. Rappelons-nous d'ailleurs, c'était également ce qu'avait annoncé le candidat de droite, Fillon. C'est-à-dire que toutes les réformes qui allaient bousculer les structures de société, il fallait les faire très vite. Parce qu'ils sont instruits, les présidents. Ils voient bien que l'état de grâce est de plus en plus court, si ce n'est inexistant. Donc il est allé très vite sur ce qui est difficile. Pour l'instant, ça a plutôt marché. Je veux dire, les ordonnances, travail, ça a marché à l'automne. Là, c'est vrai qu'on est dans un climat qui est difficile. Il ne faut surtout pas jouer les météorologues en matière de climat social parce qu'on se plante à tous les coups. Mais quand même, on a des luttes qui sont, enfin des causes qui ne convergent pas réellement, qui sont là, qui s'effilochent un petit peu. La grève SNCF dure, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans quelque chose de massif. Donc il s'est attaqué au plus dur, il s'est attaqué en laissant un petit peu une autre promesse de campagne qui était, rappelez-vous, un des slogans, c'était bottom-up, c'est-à-dire on va chercher la base, on concerte beaucoup. Vous avez parlé de concertation, d'ailleurs c'est intéressant, sur la PMA, et tout cela remonte vers le haut. Non, pour l'instant, on reste dans ce que les Macroniens eux-mêmes appellent le top-down. Pour eux, c'était le vieux monde, ça part du sommet et ça arrive éventuellement à la base, mais on reste complètement là-dedans. Donc de ce côté-là, la promesse n'est pas tenue et on est dans le vieux monde. Et par exemple, sur la PMA, vous dites on verra la concertation, etc. Non, j'ai l'impression que c'est tout vu, c'est-à-dire que c'est la concertation à la mode Macron. Je vous écoute, éventuellement, je vous entends, c'est moins sûr, mais de toute façon, j'ai décidé et je ferai comme je l'ai décidé. Alors justement, c'est très instructif. Je voudrais vous faire écouter Elisabeth Borne. J'ai fait écouter tout à l'heure nos précédents invités. C'est exactement ce que vous nous décrivez, Henri Vernet. Pas fait exprès. La ministre des Transports est invitée de BFM TV ce soir. Vous savez que le Premier ministre a reçu les syndicats aujourd'hui au sujet de la grève à la SNCF. Écoutez précisément les mots choisis par Elisabeth Borne et vous me direz après ce que vous en pensez. Peut-être qu'il pourrait être entendu de la bouche d'Emmanuel Macron. Peut-être. Écoutez. C'était l'occasion de présenter la position du gouvernement qui est à la fois de la fermeté. Il y a un certain nombre de principes qui ont été annoncés dès le départ sur lesquels on ne reviendra pas. Et en même temps, il y a des champs de discussion. Et donc le souhait du gouvernement et mon souhait que ces 15 jours soient le plus utiles possible. Moi, j'ai entendu qu'un syndicat a des propositions à faire. D'autres syndicats sont aussi dans le dialogue. Moi, je recevrai tous les syndicats qui le souhaitent ce vendredi pour regarder ensemble les amendements qui peuvent venir enrichir, compléter le projet de loi. J'ai dit qu'on allait faire ce qu'on allait faire, on sera ferme. Bon, en même temps, je vous écoute, on va discuter, mais bon,
Oui, on a un président de la République qui décide seul. On est dans un système hyper présidentialiste, voire monarchique, où le président de la République est entouré d'un gouvernement de techniciens qui sont des super chefs de l'administration. Elisabeth Borne est la super chef de l'administration aujourd'hui des transports. Elle ne décide de rien, elle n'est pas en capacité de négocier avec les syndicats. C'est le président de la République qui décide seul. Il l'a lui-même dit aux États-Unis en disant la négociation, no chance. C'est la réponse d'Emmanuel Macron, c'est lui qui décide. C'est impressionnant quand même, Henri Vernet, cette réponse. Elle résume totalement ce côté, en effet, le côté, je ne sais pas qui a employé le terme de Bonaparte, techno, c'est-à-dire qu'il a entouré une bande de technocrates et ils sont persuadés que voilà, ils vont transformer ce pays. On ne dit plus réformer, on dit transformer parce que on le sait, en tout cas, ça fait partie de la doxa, la France n'est pas réformable. Mais juste une chose, c'est qu'en plus, ça c'est très clair qu'ils ne reviendront pas en arrière. Cela dit, dans ce qu'a dit, alors non pas Elisabeth Borne, mais dans ce que dit Édouard Philippe, on comprend qu'il y a quand même une perche qui est tendue aux syndicats réformistes, c'est-à-dire CFDT et UNSA, en leur disant, attendez, le sac à dos social, etc., il y a peut-être des choses à voir. En revanche, il n'est surtout pas question de céder pour eux sur l'essentiel, parce que l'idée, c'est que si la CGT est battue en quelque sorte, en tout cas s'il passe avec cette réforme l'obstacle CGT, et bien après tout sera possible. Merci beaucoup, merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir dans Grand Angle sur BFM TV. Voici Célèbre Clear. Comme vous installez trop vite, je suis hyper rapide. Et sans tomber en plus. Hop là. Allez, finissez de vous poser tranquillement. Le temps que je dise quoi? Oui, qu'il a été élu en mars dernier déjà, Vladimir Poutine. Il a été officiellement investi président de la Fédération de Russie pour la 4e fois aujourd'hui. Ouais, ça fait 18 ans qu'il est aux commandes de la Russie, Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, il a prêté serment pour un nouveau mandat allant jusqu'à 2024. Ça se passait au Grand Palais du Kremlin. On a reçu les images officielles. Et c'est la vraie musique. Alors rappelez-vous, nous, on a voulu lui en mettre plein les yeux à Poutine en l'accueillant à Versailles la dernière fois qu'il est venu en France. Fier, Versailles, voici le Grand Palais du Kremlin ce matin. Bon, bah finalement, même avec Versailles, on est des petits joueurs, hein. Une cérémonie dans un décor impressionnant, mais surtout avec une mise en scène que même Scorsese n'aurait pas envisagée. Regardez, pendant que tous les invités patientent, le téléphone sonne. Oh, la sonnerie, j'adore. On le prévient qu'il faut y aller. Il éteint sa lampe, se lève, enfile sa veste tranquillement, sachant qu'il est filmé. Voilà, comme s'il allait faire ses courses, hein. S'ensuit une longue séquence où l'on voit le président russe en route pour la cérémonie. Tiens, salut. Un petit regard sur le reflet du tableau, peut-être. Voilà. Une dizaine de minutes de trajet à pied. On a tout, hein. Et en voiture, c'est ça, hein, la mise en scène du Kremlin, la nouvelle voiture, hein. Plus de 6 mètres de long, jusqu'à son arrivée sous les applaudissements des 6000 invités. Et attention, caméra subjective. Comme si vous étiez Poutine. Pour l'image, il a traversé 3 grandes salles sur un tapis rouge interminable, ce qui nous amène enfin à la séquence du jour, le serment. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. Верно служить народу. Il n'y a rien qui vous interpelle là dans le serment? Oh, c'est la 4e fois, c'est peut-être la meilleure. Non? On réécoute attentivement. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Là, c'est là que ça coince. Cette première phrase solennelle, ce n'est pas la première fois qu'il la prononce. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
Respecter et protéger les libertés et les droits des citoyens, ça tombe bien qu'ils disent ça. Ce week-end, série de manifestations anti-Poutine dans tout le pays. Et écoutez bien, plus de 1500 personnes ont été arrêtées, dont le principal opposant au président, Alexei Navalny. Ça, c'est pour la liberté d'expression. Pour la liberté de la presse, la Russie est 148e sur 180 au classement mondial. RSF parle d'atmosphère étouffante pour les médias indépendants pendant la présidence Poutine. Et enfin, quand on parle de droits et de liberté en Russie, on ne peut pas s'empêcher de penser à la répression des homosexuels dans le pays. Ты гей, или ты транс, или ты гемофродит, тебя просто считают за ничтожество здесь, в этой стране. Ты никто, и никаких у нас прав здесь нету. Mais évidemment, ce n'est pas ce que le Kremlin a mis en avant ce matin. Делаете очень много для всей страны. Спасибо большое. Спасибо большое, что вы добровольцы. Ну, действительно, это очень приятно. Владимир Владимирович, можно с вами общее фото? Пожалуйста. Спасибо. Mais tenez bien, en 2024, donc Vladimir Poutine aura 72 ans. C'est normalement son dernier mandat, selon la Constitution, mais il peut la modifier. Merci beaucoup, Salia. À demain dans Grand Angle. Regardez, Salia, cette image ce soir. C'est le jury du Festival de Cannes qui dîne et qui va travailler. On appelle ça un dîner de travail, du coup. Le festival débute demain. Vous voyez Cate Blanchett qui va présider le jury cette année. Il y a Léa Seydoux également. Édition qui ne sera en rien comparable aux autres. L'affaire Weinstein est passée par là, créant dans son sillage le phénomène MeToo. L'industrie du cinéma change, contrainte, forcée. Le festival 2018 sera forcément concerné. On y revient en images après celle-ci signée d'Edouard Bonamour. Grand Angle reportage, Gaël Jordana avec les équipes BFM TV. Cannes, son palais des festivals et son traditionnel tapis rouge. Il y a aussi ses fans qui veulent être aux premières loges pour voir les stars. Mais derrière les images d'Épinal de la Croisette se cache cette année une révolution, celle des femmes. Pendant des années à Cannes, Harvey Weinstein a été l'un des producteurs les plus convoités. Photographié sur le tapis rouge. Interviewé par tous les journalistes. You know, I mean, it's the company Victoria's Secret deserves a commendation for doing this. Depuis l'automne dernier, Harvey Weinstein est accusé de viol et d'agression sexuelle sur de nombreuses actrices. Des faits qui auraient été commis notamment à Cannes. Nous avions rencontré son ancien chauffeur. Il accable le producteur. J'avais l'impression de conduire des pauvres gens innocents, des filles innocentes, de les emmener dans la gueule du loup. Et je ne pouvais pas leur dire, attention, là où vous mettez les pieds, c'est dangereux, faites attention. Des images, des récits que Cannes ne veut plus voir. Pour sa 71e édition, le festival entre dans une nouvelle ère. L'après Weinstein sera au cœur du festival. Est-ce que l'après Weinstein est au cœur de la vie de tous les gens? C'est ça qui est important. Dans le grand jury et dans les autres jurys, il y a toujours une parité entre hommes de femmes, nombre d'hommes et nombre de femmes. Cette année, il y aura même un déséquilibre puisque la présidente est en Cate Blanchett et il y aura 5 femmes dans le jury et 4 hommes. Et puis nous, par ailleurs, on le faisait, mais on a bien revérifié tout ça, qu'il y ait une répartition hommes-femmes dans nos équipes à Cannes. Le jury est donc majoritairement féminin cette année. Une première pour la sélection principale. Et le casting semble ne pas avoir été choisi au hasard. Léa Seydoux est l'une des accusatrices de Weinstein. Kristen Stewart est aussi très engagée contre le harcèlement sexuel. La présidente Cate Blanchett est quant à elle à la pointe du combat. Un changement profond est en train de se produire. Les femmes ne sont plus aussi silencieuses. Elles n'attendent plus que quelqu'un vienne les sauver. Décorateurs, caméramens, techniciens des lumières, directeurs de la photographie, nos sorts sont liés. Nous devons nous battre tous ensemble. L'actrice australienne de 48 ans est aussi l'une des fondatrices du mouvement Time's Up,
Avec 300 autres stars, elle lutte contre le harcèlement sexuel en aidant les plus démunis à se défendre. Cate Blanchett sera aux côtés d'autres personnalités ce week-end pour tenter de récolter des fonds pour l'association. Donc il y aura des initiatives précises qui vont être prises. Par exemple, il y aura samedi 12 mai, à la montée des marches de 19h, de 18h, une montée des marches des femmes du cinéma. Avec des femmes metteurs en scène, des femmes actrices, elles seront près d'une centaine à venir monter les marches pour affirmer leur présence. De nombreux forums ou rencontres entre cinéastes auront également lieu. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, salue l'engagement du festival. Combattre avec nous le harcèlement sexuel, pas juste pour les actrices, mais aussi pour les employés et les spectatrices du festival, est une grande avancée, sans précédent. Le festival a mis en place un numéro spécial contre le harcèlement sexuel. Des documents avec la mention « comportement correct exigé » seront également distribués lors de la quinzaine. Emmanuel Macron a été élu il y a un an, jour pour jour. Il fête cet anniversaire dans un contexte social très tendu. On va y revenir dans un instant. Restez avec nous. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. BFM TV, première sur l'info, aussi sur votre mobile. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. C'est la vie que je veux, en vrai, ensemble, entière. C'est la vie que je peux, en bio et en symbiose, en clair. C'est la vie claire. L'argent, l'argent. Qu'est-ce que l'argent? Tu m'as fait tellement mal. Ne vous fiez à personne. Riviera, votre nouvelle série événement, tous les mercredis à 20h55 sur numéro 23. Bon week-end? Oui, vraiment bien occupé. Je me suis levé tôt, j'ai surfé un peu sur le net, et puis arrosé mes plantes. J'ai retrouvé un ami. Ah, et je me suis fait une nouvelle playlist. Et toi? C'était à peu près pareil. Nouveau Ford EcoSport. Mettez du SUV dans votre vie. À partir de 149 € par mois, avec Bluetooth, jantes alliage, air conditionné et aide au démarrage en côte. Véranda, on est fabricant de vérandas et d'extensions de maisons et on s'adresse exclusivement aux particuliers. Notre envie, c'était de faire connaître nos produits et puis on souhaitait aussi mettre en avant notre égérie Stéphane Thébault pour développer la notoriété de Véranda. Nous avions un spot de 30 secondes à diffuser 3 fois dans l'année et BFM TV nous a proposé d'être partenaire de la Météo des Neiges pendant 1 mois. La fréquentation du site a été multipliée par 2 et le nombre de devis aussi a été multiplié par 2. Je recommanderais BFM TV parce qu'avec un budget maîtrisé, on arrive à développer l'image et la notoriété d'une marque facilement et rapidement. J'adore. Dior. Interruption spéciale. Avec MMA, pour assurer ma flotte automobile, j'ai un grand choix de garanties pour répondre à mes besoins spécifiques. Bon bah envoyez la pub. J'adore Enjoy Dior.
Avec ce puissant moteur numérique, une nouvelle ère commence. Ce n'est certainement pas un appareil d'appoint. Le Dyson Cyclone V10 devient maintenant votre aspirateur principal. Tellement puissant que nous avons arrêté de développer des aspirateurs avec fil. Accéder par la mer au trésor de la terre. Ponant. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Vous regardez Grand Angle, il est 23h30, soyez les bienvenus. Voici le sommaire de votre émission ce lundi. Emmanuel Macron, 1 an à l'Elysée, jour pour jour. C'est un anniversaire un peu particulier dans un contexte tendu socialement. Mouvement des cheminots en tête. Nous y reviendrons en images. Le Festival de Cannes débute demain, une édition forcément spéciale cette année. Hollywood plongé dans le scandale Weinstein et la puissance du phénomène MeToo en font un rendez-vous pas comme les autres. Reportage dans cette émission. Après l'annulation de ses 2 concerts à l'Olympia, Bertrand Cantat annonce une nouvelle date, ce sera en juin au Zénith. Et depuis la sortie de son album solo en mars dernier, son retour se révèle très compliqué, voire impossible. Grand Angle, le reportage à 23h45. Et c'est un homme qui aime ses enfants. Il s'en occupe aussi bien qu'un homme pourrait le faire. C'est très difficile pour lui, très difficile. Il y a 1 an, jour pour jour, Emmanuel Macron a été élu président de la République. Un anniversaire ce lundi marqué par la contestation sociale et des reproches récurrents de privilégier les plus aisés. Marine Haï. C'est une image qui lui colle à la peau. Le président des riches. Un surnom contre lequel Emmanuel Macron se défend. Je suis le président de tous les Français. Mais la réduction qu'on voudrait faire à une catégorie de la population est malvenue. Et pourtant, depuis cet automne, plusieurs mesures avantagent les plus riches. Promesse de campagne, la suppression de l'ISF est actée en janvier. L'impôt sur la fortune est transformé en impôt sur la fortune immobilière. Pour certains, c'est un cadeau fiscal de 3,2 milliards d'euros. Baisse de l'impôt des sociétés, réforme du Code du travail. Pour le président, c'est un moyen de rendre la France plus attractive. Les gens très riches, ils ne payaient pas l'ISF. Ils mettaient des holdings en place, ils faisaient du contournement. Ça, comme la taxe de 30% sur justement les revenus financiers, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des mesures que j'assume totalement devant vous. Parce que c'est ce qui nous permet, 1, de garder les talents et 2, d'avoir un financement français de notre économie. Une politique clivante qui déçoit notamment les électeurs de gauche qui ont voté pour lui. C'est l'idée que la promesse du « en même temps libéré et protégé », cette promesse n'a pas été considérée comme tenue. Il y a le sentiment, j'allais dire, que le volet social et que la politique est trop déséquilibrée. Il y a ce sentiment d'injustice. Et ce mot d'injustice, il est partagé par 7 Français sur 10. Emmanuel Macron, lui, assume. En Australie, la semaine dernière, il défendait le bilan de sa première année au pouvoir. On a dit que ce n'est pas possible de moderniser l'économie, de retrouver une France attractive, conquérante, qui retrouve sa place dans le concert des nations sur le plan économique. Nous l'avons fait. Qui a décrété qu'il n'était pas possible de faire des choses en France? Ça a changé. Une politique qui a séduit au moins les médias étrangers, notamment Forbes. Dans un entretien au magazine, Emmanuel Macron a annoncé la suppression de l'exit tax. Elle vise à limiter l'exil fiscal des entreprises. Ce qui lui a valu cet autre surnom, le leader des marchés libres. Cet anniversaire à l'Elysée est donc également marqué par la tension à la SNCF. Les syndicats étaient reçus par Édouard Philippe. Aujourd'hui, la ministre des Transports, elle, était l'invitée de BFM TV ce soir. Écoutez ce qu'elle dit à l'issue de ces discussions. Des mots que l'on croirait directement sortis de la bouche d'Emmanuel Macron. C'était l'occasion de présenter la position du gouvernement qui est à la fois de la fermeté. Il y a un certain nombre de principes qui ont été annoncés dès le départ sur lesquels on ne reviendra pas. Et en même temps, il y a des champs de discussion. Et donc le souhait du gouvernement et mon souhait que ces 15 jours soient le plus utiles possible. Moi, j'ai entendu
qu'un syndicat a des propositions à faire. D'autres syndicats sont aussi dans le dialogue. Moi, je recevrai tous les syndicats qui le souhaitent ce vendredi pour regarder ensemble les amendements qui peuvent venir enrichir, compléter le projet de loi. Le Festival de Cannes débute demain. Le jury ce soir est réuni autour de Kate Blanchett, sa présidente, Image signée Edouard Bonamour pour BFM TV. Cette édition du festival ne sera en rien comparable aux autres. L'affaire Weinstein est passée par là, créant dans son sillage le phénomène MeToo. L'industrie du cinéma change, contrainte et forcée. Le festival 2018 sera forcément concerné. Grand angle reportage, Gaël Jordana et les équipes BFM TV. Cannes, son palais des festivals et son traditionnel tapis rouge. Il y a aussi ses fans qui veulent être aux premières loges pour voir les stars. Mais derrière les images d'Épinal de la Croisette se cache cette année une révolution, celle des femmes. Pendant des années à Cannes, Harvey Weinstein a été l'un des producteurs les plus convoités. Photographié sur le tapis rouge, interviewé par tous les journalistes. You know, I mean, it's the company Victoria's Secret deserves a commendation for doing this. Depuis l'automne dernier, Harvey Weinstein est accusé de viol et d'agression sexuelle sur de nombreuses actrices, des faits qui auraient été commis notamment à Cannes. Nous avions rencontré son ancien chauffeur. Il accable le producteur. J'avais l'impression de conduire des pauvres gens innocents, des filles innocentes, de les emmener dans la gueule du loup. Et je ne pouvais pas leur dire, attention, là où vous mettez les pieds, c'est dangereux, faites attention. Des images, des récits que Cannes ne veut plus voir. Pour sa 71e édition, le festival entre dans une nouvelle ère. L'après Weinstein sera au cœur du festival. Est-ce que l'après Weinstein est au cœur de la vie de tous les gens? C'est ça qui est important. Dans le grand jury et dans les autres jurys, il y a toujours une parité entre hommes de femmes, nombre d'hommes et nombre de femmes. Cette année, il y aura même un déséquilibre puisque la présidente est en Kate Blanchett et il y aura 5 femmes dans le jury et 4 hommes. Et puis nous, par ailleurs, on le faisait, mais on a bien revérifié tout ça, qu'il y ait une répartition hommes-femmes dans nos équipes à Cannes. Le jury est donc majoritairement féminin cette année. Une première pour la sélection principale. Et le casting semble ne pas avoir été choisi au hasard. Léa Seydoux est l'une des accusatrices de Weinstein. Kristen Stewart est aussi très engagée contre le harcèlement sexuel. La présidente Kate Blanchett est quant à elle à la pointe du combat. Un changement profond est en train de se produire. Les femmes ne sont plus aussi silencieuses. Elles n'attendent plus que quelqu'un vienne les sauver. Décorateurs, caméramens, techniciens des lumières, directeurs de la photographie, nos sorts sont liés. Nous devons nous battre tous ensemble. L'actrice australienne de 48 ans est aussi l'une des fondatrices du mouvement Time's Up. Avec 300 autres stars, elle lutte contre le harcèlement sexuel en aidant les plus démunis à se défendre. Kate Blanchett sera aux côtés d'autres personnalités ce week-end pour tenter de récolter des fonds pour l'association. Donc il y aura des initiatives précises qui vont être prises. Par exemple, il y aura samedi 12 mai, à la montée des marches de 19h, de 18h, une montée des marches des femmes du cinéma. Avec des femmes metteurs en scène, des femmes actrices, elles seront près d'une centaine à venir monter les marches pour affirmer leur présence. De nombreux forums ou rencontres entre cinéastes auront également lieu. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, salue l'engagement du festival. Combattre avec nous le harcèlement sexuel, pas juste pour les actrices, mais aussi pour les employés et les spectatrices du festival, est une grande avancée, sans précédent. Le festival a mis en place un numéro spécial contre le harcèlement sexuel. Des documents avec la mention « comportement correct exigé » seront également distribués lors de la quinzaine. Dans un instant, notre grand reportage consacré à Bertrand Cantat, ou plutôt à son retour sur scène, compliqué, voire impossible. C'est la question qu'on se pose dans quelques secondes. Restez avec nous.
Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Bon les gars, faut qu'on bosse. On va d'abord dans les Pyrénées-Atlantiques ce matin. Dans l'actualité... J'ai 20 cm de neige ici d'ici demain. Tu peux te lever, Ashley, c'est le thème de C'est votre vie. Ce matin, il faut pas rester assis. Je suis debout, me regarde pas. Preuve. Voilà. C'est une visite essentielle pour le président de la République. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, 7h30. 6h, 8h30, première édition. Soyez les premiers informés. Passez une excellente journée, à demain. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. 3 escape games inédits. 3 scénarios originaux. Mr. James, avec Renault Capture. Le Signal, avec Renault Kadjar. Le Collectionneur, avec Renault Koleos. Êtes-vous prêt à vivre un escape game hors du commun avec les SUV Renault? Inscrivez-vous maintenant sur mission-suv.renault.fr. L'énergie vitale de la nature. Le jus d'aloe vera dans un soin bio délicat, dédié aux peaux sensibles à réactives. Pour une peau hydratée tout en douceur. Hydra Aloe Vera peau sensible, de Sow Bioéthique. i24 News, c'est la chaîne internationale diffusant depuis Tel Aviv, Paris, New York et Washington. L'information numéro 1 du Moyen-Orient. Retrouvez i24 News sur tous vos écrans, TV, web et mobile. i24 News, voir plus loin. Je m'appelle Pauline et ça fait 3 ans que je travaille pour Comme J'aime. Vous imaginez, vous, pouvoir mincir en mangeant du bœuf bourguignon, des tomates farcies ou du couscous? Chez Comme J'aime, nous avons adapté les recettes préférées des Français pour en faire des plats minceurs. C'était un sacré challenge, mais on a réussi. Avant de faire Comme J'aime, j'avais 15 kilos de plus. J'ai perdu 37 kilos avec Comme J'aime. Alors testez une semaine, c'est gratuit. Vous recevez chez vous de bons petits plats, prêts en 2 minutes, et en plus, vous êtes suivi par une coach. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Le bonheur, pour moi, c'est de faire une pause. Le bonheur se trouve dans les petits moments. Pour moi, de la mer, on voit tout différemment. Pour la première fois, profitez avec Costa d'un tout compris exceptionnel. À partir de 699 € seulement. Retrouvez toute la précision de la cuisson des chefs chez vous. Grâce aux 2 thermostats indépendants de ma plancha grill, je cuis simultanément et parfaitement tous mes aliments. Plancha grill de Riviera et Bar, goûtez à la perfection. Chaque jour en France, vous êtes des millions de personnes à aider vos proches à traverser la maladie. Mylan sait combien chaque geste compte. C'est pour cela que nous nous engageons à vos côtés. En plus de nos médicaments de qualité, aujourd'hui nous offrons des services qui facilitent la gestion de la maladie au quotidien. Car notre ambition chez Mylan, c'est aussi de vous accompagner. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. Avec Zoé, roulez en liberté. Libre de vivre les sensations de la conduite électrique, de goûter à des expériences inédites. Libre de pouvoir recharger simplement, chez vous ou ailleurs. Libre d'écouter la mer, la route ou juste le silence. Renault Zoé, la meilleure autonomie de sa catégorie. Renault Zoé, à partir de 129 € par mois, prix et son installation incluse. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Après l'annulation de ces 2 concerts à l'Olympia, Bertrand Cantat a annoncé une nouvelle date en juin au Zénith. Depuis la sortie de son album solo en mars dernier, son retour sur scène se révèle très compliqué, voire impossible. Enquête en France, en Hongrie, nous avons pu rencontrer la mère de Christina Radi, l'ancienne compagne de Bertrand Cantat, qui s'était suicidée il y a 8 ans. C'est un reportage d'Yves Coin et Julie Papet.
Depuis la citadelle, on peut voir au loin les collines de Budapest. Cette ville, Bertrand Cantat la connaît bien. C'est ici qu'est née la mère de ses 2 enfants, Christina Radi, qui s'est donné la mort en janvier 2010. Dans cet hôtel du centre-ville, nous avons pu rencontrer Tsila, la mère de Christina. Malgré les drames, malgré la polémique, elle a accepté de nous parler de ce gendre qu'aujourd'hui elle soutient. C'est un homme, mais c'est d'abord un artiste. C'est dans ses gènes, c'est grâce à ses parents. Et c'est un homme qui aime ses enfants. Il s'en occupe aussi bien qu'un homme pourrait le faire. C'est très difficile pour lui, très difficile. La veille, ils se sont parlé au téléphone. Les enfants viennent régulièrement chez elle en vacances. Tsila Radi a su entretenir avec Bertrand Cantat de bonnes relations. Elle ne comprend pas les féministes qui manifestent devant ses concerts. C'est horrible. Ce qu'ils font, ce n'est pas normal. Je suis une femme indépendante, je suis une femme féministe, mais féministe positive. Et ce qu'ils font, c'est scandaleux, criminel même. Car l'icône du rock français incarne pour certains le symbole de la violence faite aux femmes. Après la sortie de son album solo, son retour sur scène en mars dernier s'est transformé pour lui en cauchemar. Devant les salles de concert, des manifestants demandaient l'annulation des spectacles. Et à chaque fois, sur les pancartes, 2 visages, ceux de Christina Radi et de Marie Trintignant. On n'oublie pas qu'il a tué une femme, qu'il l'a rouée de coups. Cette femme en est morte. Il a poussé au suicide une autre femme. Remettons en lumière les femmes qui sont mortes sous les coups. N'oublions pas leurs histoires. 2 drames qui ressurgissent à chaque retour public du chanteur. 2 morts prématurées qui posent l'éternelle question à propos de Bertrand Cantat. L'artiste peut-il avoir une vie publique ? Pour Nadine Trintignant, cette idée lui est insupportable. Qu'il monte sur scène, pour moi, est un scandale, est d'une indécence et d'une prétention énorme. Il n'y a pas d'exemple d'un homme qui a tué et qui, après, vient sur scène se faire applaudir. Sa fille, Marie Trintignant, est morte en 2003 sous les coups de Bertrand Cantat. Le chanteur vivait depuis plusieurs mois une histoire d'amour passionnel avec la comédienne. Bertrand Cantat a été condamné à 8 ans de prison. C'est la vérité qu'il a donné 23 coups, c'est la vérité qu'il a tué volontairement. Alors, il ne l'avait pas prémédité, mais volontairement. 23 coups, c'est volontaire. Et tout le monde dit, il a fait sa peine. Quelle peine? 4 ans, qu'est-ce que c'est? C'est à la prison de Muret, près de Toulouse, que Bertrand Cantat a effectué la plus grande partie de sa peine. Le juge Philippe Laflaquière se souvient de sa première rencontre avec le chanteur, peu de temps après son arrivée en détention. J'ai rencontré un homme que j'ai trouvé extrêmement culpabilisé, presque refermé sur lui-même, ayant assez du mal à exprimer ses émotions. Mais je crois qu'il ne réalisait toujours pas ce qu'il avait fait, et qui faisait qu'il se retrouve en prison. C'est lui qui a décidé de le libérer au bout de 4 ans, la moitié de sa peine, en s'appuyant notamment sur 2 expertises. Aussi bien l'expert psychologue que de notre côté l'expert psychiatre, qui ont travaillé séparément, ont dépeint un homme qui était beaucoup dans la réflexion sur les raisons de son acte, beaucoup dans le respect des victimes, mais il n'y avait aucune conclusion inquiétante quant à sa dangerosité une fois qu'il serait sorti. Une libération assortie d'un contrôle judiciaire. Pendant 3 ans, Bertrand Cantat avait l'interdiction de s'exprimer sur les faits commis et l'obligation de suivre une psychothérapie commencée en prison. Lorsqu'il sort, le chanteur se réinstalle dans le sud-ouest et reprend une vie de famille avec sa femme Christina, qu'il a toujours soutenue et qui aurait eu les violences conjugales dont elle aurait été victime. A-t-elle menti pour protéger Bertrand Cantat? C'est ce que révèle la journaliste Anne-Sophie Jeanne dans son enquête. Selon elle, Christina Radi a joué un rôle décisif après la mort de Marie Trintignant. C'est un des membres de Noir Désir qui m'a raconté cette scène où en fait Christina Radi vient les voir et leur dit il
il faut qu'on mente, il faut que je protège mes enfants, mais je ne veux pas que mes enfants grandissent sans père. On va tous cacher les violences de Bertrand. Et à partir de ce premier mensonge, malheureusement, en fait, en suivra d'autres, parce que couvert une première fois, ayant menti en fait lors du procès, il sera très difficile en fait pour eux de revenir sur leur version. Des informations réfutées par les membres de Noir Désir. Dans son enquête, Anne-Sophie Jeanne décrit le climat de peur physique dans lequel aurait vécu Christina Radi. Elle s'appuie notamment sur un message glaçant que la jeune femme enregistre sur le répondeur de ses parents le 3 juillet 2009, 6 mois avant de se donner la mort. Il faut replacer ce message dans un contexte, c'est-à-dire que le week-end d'avant, elle est partie à Paris avec son amant. Le week-end qu'elle a caché à Bertrand Cantat, dans les messages que j'ai pu consulter, c'est-à-dire ses SMS et ses mails, elle dit « fais attention, ne m'écris pas », elle dit à son amant « donc fais attention, ne m'écris pas, Bertrand va se mettre en colère, s'il découvre ces messages, c'en est fini de moi ici-bas », elle a ces mots. Elle laisse à ses parents un long monologue de plus de 7 minutes dans sa langue natale. Hier, j'ai failli laisser une dent. Il m'a balancé mon téléphone, mes lunettes. Il m'a jeté quelque chose de telle façon que mon coude est complètement tuméfié et malheureusement un cartilage s'est même cassé. Avec lui dans un état aussi grave, on n'arrive pas à réfléchir la tête claire et on ose à peine respirer dans cet état de peur. Lors de notre rencontre en Hongrie, nous avons interrogé Tsila, la mère de Christina, sur ce terrible message. C'était affreux. Mon estomac s'est resserré par l'angoisse. Je ne savais pas comment l'aider, c'était terrible. Mon mari, le père de Christina, a voulu partir en France pour la ramener à la maison. Au bout de 3 jours, on a réussi à lui parler au téléphone. Elle nous a dit que ce n'était pas la peine de venir. 1 mois plus tard, elle est venue en Hongrie. Elle venait comme d'habitude au festival de Sziget. Elle m'a raconté ce qui s'était passé, mais elle ne se plaignait pas. Ce n'était plus d'actualité. Dans un premier temps, les parents avaient pourtant évoqué dans la presse la terreur vécue par leur fille. Aujourd'hui, Tsila est plus mesurée sur les raisons du suicide de Christina. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Peut-être que Bertrand Cantat pourrait le raconter. On ne le sait pas et il ne parle pas de ça. Tout ce que je sais, c'est que lorsqu'il parle de Christina, il a les larmes aux yeux. Après le suicide de Christina Radi, la justice a enquêté et mis hors de cause Bertrand Cantat. Selon l'avocat des parents, un mot de la jeune femme a joué en faveur du chanteur. Avant de se suicider, Christina a laissé sur un cahier d'école, elle a laissé un mot. Elle a laissé un mot où elle demande pardon à ses enfants. Mais pas un mot sur Bertrand Cantat. Or, c'est incroyable, on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui va se suicider laisse un mot et ne dit pas pourquoi je me suicide. Je me suicide parce qu'il me rend la vie impossible, parce qu'il me bat. Face aux fantômes du passé, Bertrand Cantat garde ses mystères. Une personnalité insaisissable, aux multiples visages. Amor fati amor. Amor fati amor. Amor fati, une locution latine qui veut dire « aime ton destin ». C'est le titre de son dernier album qu'il chante sur scène comme un besoin viscéral. Amor fati, ce qui est. La scène, c'est vital pour lui, évidemment. S'il n'a pas la possibilité de monter sur scène, il doit être extrêmement malheureux. C'est un deuxième personnage qui prend la scène lui appartient. Et là c'est un autre Bertrand Cantat qui apparaît. Bertrand Cantat plaide aujourd'hui pour son droit à la réinsertion, un chemin qui paraît compliqué. Si il exprime dans ses textes la souffrance, on va dire qu'il se victimise. Et s'il n'en exprime pas, on va dire qu'il est insensible à ce qu'il a commis. Vous voyez, tout peut être interprété. C'est tout le problème de ce retour sur scène dans la lumière. Pour mettre fin aux polémiques, Bertrand Cantat avait décidé de se retirer des festivals d'été, mais de maintenir sa tournée. Elle s'avère quasiment impossible, tant les tensions sont fortes. Ces 2 concerts dans la salle mythique de l'Olympia ont été annulés. Le chanteur espère pouvoir se produire le 7 juin au Zénith de Paris. À suivre dans un instant votre journal de la nuit, c'est avec Rachid Embarki à la une ce soir, la grève à la SNCF qui se poursuit.
Après une nouvelle réunion à Matignon avec les syndicats, pas d'issue de crise. Pour l'instant, les discussions vont se poursuivre, explique le gouvernement. Rachid vous raconte tout ça dans un instant. Passez une belle nuit, on se retrouve demain à 22h pour Grand Angle. À demain.